Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, Mathieu Nicole, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Côtes-d'Armor, est avec nous. Il est venu, malgré la neige, jusqu'au studio de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Mathieu Nicole, le sujet, vous le connaissez. On va parler ce matin de ce mouvement important, ce mouvement social, on pourrait le dire comme ça, ce mouvement de grève contre la réforme des retraites. On annonce un mouvement qui va être fort suivi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette, en tout cas de ce mouvement fort suivi et de cette, allez, j'allais presque dire coalition des syndicats, c'était pas arrivé depuis 12 ans. Tout à fait, c'était pas arrivé depuis 12 ans. Alors le mot d'ordre de la CGT, de toute façon, c'était il faut frapper fort et vite, puisque vous l'avez compris, le calendrier est assez contraint, le calendrier imposé par le gouvernement, puisqu'ils veulent, au bout du compte, appliquer la loi dès la rentrée de septembre prochain. Donc on a un calendrier, donc très frapper fort et vite, et en effet, on a une intersyndicale très large pour ce début de mobilisation, cette première journée du 19 janvier. Donc ce qui est important, c'est de réussir comment dirais-je, à maintenir ce front unitaire pour que le gouvernement cède à nos revendications et retire ce projet. Alors, petit message de service, Mathieu Nicole, si vous pouvez juste éloigner vos téléphones qui sont tout près du micro, parce qu'on les entend. Voilà, ça c'était le petit message de service. Je reviens à l'interview. Mathieu Nicole, donc mot d'ordre pour pouvoir réunir, pour que dès le début, cette mobilisation puisse apporter beaucoup de monde dans les rues. Est-ce que vous espérez que la masse va faire plier le gouvernement sur ce projet de loi de retraite? C'est ce qu'on espère. J'ai entendu dire ce matin que M. Macron était déterminé, quelle que soit l'issue de la mobilisation de demain. Ils sont quand même depuis plusieurs mois au courant que toutes les organisations syndicales sont contre le projet tel qu'il est, avec ce report de l'âge légal de départ à la retraite, l'allongement de la durée de cotisation. Après, tout le monde a compris que selon l'organisation syndicale, nos revendications, notre point de vue sur les leviers à faire bouger pour sauvegarder notre système de répartition, évidemment, ces idées ne sont pas forcément les mêmes ou défendues de la même façon par toutes les organisations syndicales, mais on fait front. On n'avait pas vu, je le disais, depuis 12 ans, les différentes organisations syndicales parler d'une seule voix, finalement, y compris la CFDT, qui est plus encline, quelque part, à négocier. Est-ce que pour vous, c'est déjà le signal fort que les syndicats se soient regroupés et que, finalement, il n'y ait pas de voix dissonante? Oui, c'est un signal fort, mais c'est un signal c'est un point de vue partagé qu'ils connaissent déjà depuis un bon moment. Disons qu'on n'a pas choisi le moment, on n'a pas choisi déjà ce projet de réforme, on n'a pas choisi le moment, il n'y a aucune écoute. Donc évidemment que la confrontation, elle va avoir lieu. Le 19 janvier sera une première étape. Il est déjà convenu depuis le 10 janvier, il a été officiellement annoncé par l'intersyndicale qu'il y aura de toute façon différentes initiatives de mobilisation jusqu'à ce que le gouvernement retire son projet, parce que c'est bien le retrait que nous demandons. Après, on prend comme exemple d'un côté comme de l'autre ce qui se passe dans les autres pays européens. Le seul constat qu'on peut faire, c'est que dans les autres pays européens, ils ont pris des années pour convenir de réforme de leur système de retraite, qu'il soit bon ou mauvais. Ça ne s'est pas décidé en une demi-année. Ce qui se passe en France, en fait, c'est vraiment un passage en force, malgré le fait qu'on les ait prévenus déjà bien en amont que ça ne se passerait pas de la même façon. Toujours est-il qu'ils passent en force le projet contre l'opinion majoritaire des Français. 60% des Français sont, un peu plus de 60%, 62%. Et contre l'opinion des organisations syndicales qui, je le rappelle quand même, sont, comme M. Macron, élus aussi dans les entreprises. On a aussi une légitimité de représentation du monde du travail en France, et qu'on peut même se targuer d'avoir beaucoup plus d'adhérents que les partis politiques français. Donc de justifier ce projet de réforme par le fait qu'il a été élu donc en 2022 pour un deuxième mandat ne lui donne pas un blanc-seing pour faire ce qu'il veut. Alors 62% des Français sont contre cette réforme. Le gouvernement de son côté dit qu'il a tendu la main aux organisations syndicales, qu'il a discuté, que le régime des retraites est en péril finalement, mais finalement pas avant 2030 non plus. Est-ce qu'il y avait urgence justement ?
Non, mais alors, donc, pour ce qui est d'écouter les syndicats, ils ont écouté les syndicats, mais ils ne nous ont pas entendus, puisque on l'a martelé depuis à plusieurs reprises sur les plateaux télé, c'est que Mme Borne et M. Macron sont restés sourds à toutes nos propositions. Parce que nous avons tous un panel de propositions qui sont parfois communes à l'intersyndicale sur les leviers à utiliser pour préserver notre système de retraite par répartition, des choses toutes simples, notamment le partage des richesses. Donc de ce côté-là, l'écoute oui, mais l'entente pas du tout. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Et donc, voilà, alors il y avait cette notion d'écoute, mais il y avait aussi cette notion de passage en force. Hein, oui, vous le disiez à l'instant, Mathieu Nicole. Et puis, est-ce qu'il y avait péril dans la demeure? C'est ça la question. C'est ça, j'avais perdu le fil de ma réflexion. Alors, le péril dans la demeure, donc c'est 12 milliards d'euros de déficit qui sont annoncés pour les prochaines années. Mais comme alors l'outil dont on se sert beaucoup d'un côté comme de l'autre, c'est le rapport du corps, qui font des projections à très long terme. Mais toujours est-il que en France, le produit intérieur brut, il sort pas du chapeau. C'est bien la richesse produite par les travailleurs qui permet au pays de produire cette richesse. On fait des profits. Après, ces profits-là, il faut les partager tout simplement. On a travaillé toute notre nuit, on a trimé, on a droit d'avoir une retraite digne. Et c'est pas parce que la vie est prolongée que l'on vit plus longtemps qu'on doit forcément morfler plus longtemps. Donc c'est une logique qui est complètement démontée d'ailleurs par une bonne partie des économistes que l'on dit hétérodoxes en France. Donc l'argument ne tient pas non plus. L'urgence, non, l'urgence, il n'y en a pas. C'est 12 milliards d'euros. C'est sur un PIB à 2000 milliards d'euros, c'est une paille. On a vu des notions être introduites dans ce projet de loi, comme la pénibilité au travail. Le gouvernement essaie de frapper fort à ce niveau-là. Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on entend beaucoup quand même de voix qui s'élèvent pour dire la pénibilité du travail physique, c'est une chose. Il y a aussi la pénibilité morale. On voit le nombre de burn-out aujourd'hui au travail. Est-ce que c'est pour vous une véritable avancée ou simplement une ou plusieurs lignes de plus dans la loi? C'est une avancée. Enfin, la pénibilité, il avait bien entamé lors du dernier projet de réforme des retraites, où ils avaient supprimé énormément de critères. Donc, ils le remettent en partie, pas en totalité, mais en partie dans le futur projet. Mais la pénibilité sera, on va dire, à discussion, à réflexion dans les entreprises auprès du médecin du travail. Or, on sait que la France est en pénurie de médecins du travail, notamment dans le département, nous, en fait, où depuis des années, ne serait-ce que dans la santé, où, puisque j'en veux pour preuve, je suis issu de la santé, où ce sont un ou deux médecins du travail qui se partagent le suivi de tous les agents hospitaliers du département, quasiment. J'exagère pas trop. Donc, aller déterminer, avoir le temps de déterminer qui est en mesure de partir de façon, on va dire, prématurée à la retraite en raison de problèmes de santé, ça tient pas. Il n'y a pas l'effectif qu'il faut en termes de médecins. Et puis, c'est sûr, en effet, c'est la santé, l'usure, elle est physique, mais elle est psychologique également. Là aussi, la CGT, nous en tout cas, on a tenu à le souligner sur les plateaux télé, c'est qu'on parle de la pénibilité des travaux pénibles physiquement, mais ne pas oublier également les travaux, les métiers dits intellectuels, dits d'encadrement, ingénieurs, techniciens, où là, on met un petit peu trop souvent le mouchoir sur une frange des salariés qui sont en souffrance, en burn-out, du fait d'un lean management et d'une façon de gérer les équipes qui mettent les gens en souffrance. Reste aussi des carrières, j'allais dire compliquées, en tout cas les carrières qui ont été morcelées pour plein de raisons. On pense aussi aux femmes qui ont dû s'arrêter pour élever leurs enfants, tout simplement. On a aussi une précarité justement face à la retraite. Aujourd'hui, on a aussi des petites retraites. Là, on a le sentiment que le gouvernement a voulu rééquilibrer, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est pas juste, parce que ça va même aggraver certaines précarités. Les retraités en France, même si la France est le pays où la précarité des retraités est la moins importante, c'est aussi parce qu'on a un système de retraite qui est ce qu'il est, et parce qu'on a un système de protection sociale qui est ce qu'il est, qui n'existe pas ailleurs. C'est une exception. Il y a la précarité des femmes en retraite, puisque vous l'avez souligné, en effet, mais dans ce qu'on dénonce, c'est qu'il y a toujours un écart de plus de 20% des salaires en France, malgré l'existence d'un index, comme ils veulent en faire pour les entreprises, notamment pour le licenciement des retraités. Mais donc il y a un index qui existe, qui n'a pas fait évoluer les choses, et donc la répercussion sur les retraites, c'est un écart de 40%
entre un homme et une femme à métier équivalent et à carrière équivalente sur la pension de retraite. Donc ça va accroître cette inégalité, cette précarité, la précarité des métiers pénibles. Donc des gens qui commencent très jeunes avec des travaux pénibles, avec des petits salaires, donc qui auront peu cotisé, qui ont des retraites déjà donc misérables, on va leur demander de travailler encore plus longtemps. 2 ans de plus, qu'ils partent de façon anticipée, c'est une chose, mais de toute façon, la ligne d'arrivée, elle est reportée de 2 ans. Donc c'est vraiment un projet de loi complètement injuste. Alors, on a ce projet de loi qui, on le disait tout à l'heure, est plus ou moins refusé, en tout cas par 62% des Français, si on en croit les derniers sondages. Néanmoins, il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dire, ben voilà, une grève de plus, ça va nous paralyser. On entend la CGT appeler aussi à la grève, en tout cas dans les raffineries et dans l'industrie pétrolière. Est-ce qu'on risque de revivre un petit peu ce qu'on a vécu il y a quelques mois, quelques semaines, des pénuries qui risquent peut-être... allez, je veux dire, de fâcher les Français? Oui, probablement. Il y aura toujours des mécontents. Le problème, c'est que l'histoire nous le dit, c'est que les conquis sociaux obtenus depuis l'après-guerre n'ont été obtenus que par la lutte, la mobilisation dans la rue et par la désorganisation du travail, des chaînes de production. Donc, on ne le fait pas de bon cœur. Enfin, je veux dire, vu la saison, la météo de cette semaine, moi, je serais mieux à mon travail que dans la rue à manifester. Mais le problème, c'est que, comme je le disais, c'est un passage en force. On n'a pas le choix. On voit bien les propositions, tous les leviers que nous avions à proposer donc en négociation nationale n'ont pas été entendus par le gouvernement. Donc à un moment donné, on n'a plus le choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement l'intersyndicale est unie sur la journée de demain. C'est qu'ils ont tous constaté la même chose, c'est que le gouvernement n'entend pas, quelles que soient les propositions qui ont été faites, aucune n'a été retenue. Aucune. Donc à un moment donné, on n'a plus le choix, il faut y aller. Et puis il y a quand même le contexte, on sort de négociations sur les salaires. Tout le deuxième semestre de 2022, ça a été des mouvements de grève aussi sur l'augmentation de salaire. Ça continue, les NAO, les négociations ont repris dans les entreprises la semaine dernière là-dessus. Et donc, nous, on fait le lien. Plus de salaire, c'est une meilleure retraite. Donc, il faut continuer à négocier sur les salaires. Là aussi, on a du mal à faire comprendre au gouvernement qu'il y a un partage des richesses à effectuer. Et dans les boîtes, par contre, ça commence à bouger. Et même les directions commencent à lâcher. Ils ont compris qu'il y avait vraiment un lien et puis qu'il y a un mécontentement, un fort mécontentement en France et qu'il faut partager à un moment donné tout ce profit engrangé avec. Il y a d'ailleurs l'étude de l'Oxfam qui est sortie cette semaine qui en témoigne. On a aussi les régimes spéciaux. Ça fait débat, ces régimes spéciaux. Certains parlent de privilèges, d'autres disent non, c'est justifié. Quelle est la position alors de la CGT, mais aussi plus largement de l'intersyndicale là-dessus? Alors la position de la CGT, elle est claire. Les régimes spéciaux, s'ils ont été créés, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des conditions de travail compliquées. Je parle de décalage horaire, on découche de la maison, on travaille de nuit ou on travaille de jour. Il y a des travaux pénibles. Comment dirais-je il y a un état, alors, des privilèges, moi je veux bien, mais alors pourquoi dans ces secteurs en ce moment on a du mal à recruter. Et puis moi c'est des travailleurs, donc notamment les salariés de l'industrie électrique et gazière ou les cheminots, moi que je fréquente, je suis désolé, mais les salaires sont pas mirobolants, quoi. Enfin, des privilégiés, il faut arrêter. Si le contrat moral quand on rentre dans une entreprise, c'est le contrat de travail avec un salaire, avec une retraite qu'on attend. Dans les secteurs qui bénéficient de régimes spéciaux, c'est la même chose. On accepte de travailler avec un faible salaire toute notre carrière, mais la condition, c'est qu'on a des conditions de départ à la retraite qui sont avantageuse, c'est la contrepartie, c'est le contrat de travail que l'on signe, c'est un contrat moral avec l'employeur, donc là ça va pas être respecté. Aujourd'hui on a aussi une jeune génération, on en parle beaucoup sur l'antenne de Bretagne 5, il ne s'agit pas de pousser les vieux dehors, bon, même si on veut les faire travailler un petit peu plus longtemps les anciens. Quand je dis les vieux, c'est tout à fait affectueux, moi qui viens de fêter mon anniversaire il y a quelques jours et qui rentre dans une autre période de ma vie. Tout ça pour dire que finalement aujourd'hui on a des jeunes qui aspirent à avoir des carrières très différentes. On ne travaille plus comme jadis, c'est-à-dire on rentre dans une entreprise, on y fait toute sa carrière et on part à la retraite. Aujourd'hui, la jeune génération aime bien créer, bouger, picorer un petit peu, tout en ayant finalement une carrière qui n'a pas un plan de carrière. Est-ce que là aussi, il faudra imaginer quelque chose? Alors là, on est un petit peu sur la prospective, mais pour cette jeune génération, pour plus tard, qui aura forcément des carrières morcelées, pas forcément pour les mêmes raisons que leurs devanciers. Alors,
C'est vrai que le système de retraite, même s'il est à sauvegarder comme il est actuellement, en même temps, la CGT n'est pas opposée à une réforme du système de retraite. Mais une réforme juste. En effet, le système est perfectible parce qu'il y a énormément de caisses différentes. Je suis confronté en ce moment à des personnes qui veulent partir à la retraite mais qui n'arrivent pas à avoir de réponse claire de la CARSAT, qui est l'organisme qui gère le calcul des retraites. Et donc c'est très très compliqué en effet pour quelqu'un qui veut savoir où il en est, pour retracer sa carrière. Il y a des choses perfectibles dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Moi je ne suis pas spécialiste, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses plus simples. Pour ce qui est des aspirations de la jeunesse, c'est vrai que nous, moi en tant qu'issu du soin, on y est confronté, notamment avec le phénomène du Covid qui a accentué les choses, c'est que les gens, ils ont perdu le sens de leur travail. Donc c'est vrai que de garder quelqu'un de A à Z toute sa carrière dans une profession, étant donné la façon dont sont gérés les salariés dans les entreprises sur leur poste de travail, on les dégoûte. Il y a une perte de la valeur travail, une perte de l'intérêt, une remise en question. Donc on va passer à autre chose, découvrir quelque chose de plus épanouissant. On a plus envie de trimer comme ça a été le cas à l'après-guerre et puis dans les années 60-70 au boulot. On n'a plus envie de se tuer à la tâche. On a envie de profiter de la vie, ce qui est tout à fait légitime. Et donc il faut s'adapter aussi à ce niveau-là. La CGT doit aussi s'adapter à ces nouvelles revendications, à cette nouvelle génération. Mais en même temps, il ne faut pas... Enfin, c'est pas un point de vue négatif, c'est-à-dire que c'est une évolution normale, et en même temps, il faut faire en sorte d'accompagner ce changement tout en essayant de préserver nos conquis. Voilà, rester dans la préservation des acquis sociaux tout en accompagnant l'évolution de la jeune génération et ses aspirations. On a aujourd'hui aussi un contexte particulier. J'ai posé la question à quelques-uns de nos invités ces derniers jours. Un contexte particulier, contexte social, contexte politique aussi, il faut bien le dire. Et une grande colère, on sent une grande colère des Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. L'inflation est là. Est-ce que vous craignez que ce conflit puisse, allez, je ne vais pas dire dégénérer, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas se durcir? C'est fort possible. Si le gouvernement continue à ne pas entendre les revendications du monde du travail, il est possible que ça dégénère. Nous, les organisations syndicales, on a une responsabilité auprès d'abord de nos syndiqués, auprès, on va dire dans un sens plus large, des salariés dans les entreprises, mais le mouvement social en général, évidemment, il peut déborder les syndicats, en partie aussi parce que nous avons, en plus de ça, depuis la loi El Khomri, beaucoup moins de temps syndicaux sur le terrain. On est beaucoup moins disponible auprès des salariés pour discuter, appliquer la bataille des idées, essayer de convaincre les gens des idées, pour ce qui est de la CGT en tout cas. Mais les personnes, elles se font aussi leur propre opinion. Et si on n'est pas là en même temps pour les aider ou les aiguiller sur les choses, je dis pas les orienter, mais en même temps essayer de les convaincre de notre point de vue, les gens, ils se font leur propre opinion, et puis ils s'agglutinent, et puis ça fait des mouvements comme les Gilets jaunes, des gens qui n'avaient pour la majorité aucun rapport avec les organisations syndicales, avec leurs règles de vie, leur façon de penser, la connaissance de leur statut, des gens qui se sont organisés, et puis ça fait du monde sur les ronds-points les week-ends. Il n'est pas impossible que ça reparte. En effet, il y a une grogne, parce que je vous le dis, il y a aussi le problème des salaires. Et en plus, donc là, vraiment, tous les arguments, là, le gouvernement s'entête à essayer de justifier ce projet de réforme, mais tout ce qui nous tombe dessus depuis des années, l'augmentation des dividendes, le rapport de l'Oxfam qui vient de tomber, qui dénonce l'effet néfaste des grandes richesses dans le monde par rapport aux conséquences sur l'environnement, toutes ces choses-là, on en a ras-le-bol. Donc forcément, qui est le milieu du travail, où là on a un rôle à jouer qui est on va dire cadré, qui peut être ce qu'il est, mais on peut se faire déborder par la droite ou par la gauche, parce que il y a beaucoup d'endroits où la CGT n'est pas présente, d'autres organisations syndicales non plus, il y a des déserts syndicaux, et puis parce qu'on n'a plus le temps de faire du terrain. On voit d'ailleurs naître, parfois on l'a vu avec les contrôleurs de la SNCF, des collectifs qui ont un petit peu, permettez-moi le terme, il n'est pas agressif, je vous rassure, mais un peu débordé les syndicats, parce que voilà, ils estimaient qu'ils avaient besoin d'avoir une réponse à leurs revendications. Est-ce que c'est ce que vous craignez finalement, que des collectifs comme ça qui naissent un peu partout? C'est pas une crainte. On se dit que de toute façon c'est une conséquence logique, je disais, de la loi XXL de Macron qui a été appliquée du temps du mandat de M. Hollande. C'est une conséquence. Ils avaient envie de détruire le système syndical. Les organisations syndicales sont dans le viseur depuis
depuis des décennies, de toute façon, des gouvernements libéraux. Et là, ils ont réussi à nous porter une forte attaque. On a perdu énormément de droits syndicaux dans des secteurs, justement, notamment comme les cheminots. Ils ont perdu énormément de droits, donc énormément de représentants du personnel de proximité, ce qui fait que, voilà, forcément, les gens, ils n'attendent pas. Au bout d'un moment, s'ils ne nous voient pas, ils s'organisent eux-mêmes. Et puis, le droit de grève fait que dans les entreprises, notamment du privé, il n'y a pas de préavis. Il suffit d'être 2 dans l'entreprise pour déposer un préavis de grève et dire au patron on arrête de bosser. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, le disait sur quelques antennes il y a encore quelques heures, espérer que le mouvement soit important et qu'on approche ce mouvement de 1995 qui est resté dans les mémoires, qui avait été fort suivi et long. Est-ce que vous appelez ça aussi de vos voeux, un mouvement fort, compact et durable? C'est ce que je disais, frapper fort et frapper vite. Depuis donc l'annonce intersyndicale, on a énormément de coups de fil, notamment de syndiqués qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. On a, nous, à CGT, coutume de demander aux syndicats où on est implanté d'organiser des assemblées générales de salariés dans les entreprises, parce que on ne veut pas que ça devienne un mouvement délégataire, on ne veut pas répéter les erreurs de 2019-2020, où là, finalement, c'était plutôt parfois uniquement des rassemblements de militants syndiqués, et que le salarié lambda, lui, s'est dit, ils vont aller pour moi dans la rue, moi je vais rester au boulot, comme ça j'aurai pas de perte de salaire. On a vraiment envie que tout le monde s'implique cette fois-ci, donc ça prend. On voit des secteurs d'ailleurs qui habituellement ne sortent pas, comme l'on dit, dans la rue, et dans le secteur privé en particulier, qui là vont aller dans la rue. On a aussi des retraités qui veulent venir manifester. Est-ce que vous sentez là quelque chose qui n'est pas habituel, si j'ose dire? Ce que je disais, c'est qu'on a des appels qu'on n'avait pas les mobilisations précédentes, donc on sent qu'il y a un intérêt en tout cas pour cette mobilisation-là qui est accrue. Mais c'est le salarié qui a la main, c'est pas la CGT qui dirige la classe ouvrière, comme des fois on nous reproche de le faire, c'est le salarié qui a la main. Mais nous, on les encourage, on les réunit, on leur propose, on leur parle de revendications, de cahiers revendicatifs, et puis on leur propose la mobilisation dans la rue. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la désorganisation de l'outil de production. C'est là qu'il faut frapper, c'est dans les boîtes que ça doit s'arrêter de travailler. Même si les gens ne vont pas jusqu'à Saint-Brieuc ou jusqu'aux rassemblements départementaux, qui sont divers, il y a Dinan, Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc, Lamballe, il faut que les gens, sur place déjà, organisent l'arrêt de travail. Si demain le gouvernement cède et dit voilà, on arrête, on reporte cette réforme des retraites, on en discutera plus tard, ce sera une victoire pour les syndicats, ce sera une victoire, une défaite en tout cas pour le gouvernement. Qu'est-ce que vous imaginez, comment la suite, comment le gouvernement pourrait en tirer les conséquences par exemple? Moi, de mon point de vue, et à mon avis, un point de vue qui est partagé par la CGT, ce sera une victoire pour le monde du travail. Ce sera une victoire pour les retraités actuels, ceux qui sont en fin de carrière, les précaires, pour le travail, les travailleurs en général, les travailleuses en France. Ce sera une belle victoire parce que, moi, je veux dire, j'ai pas. Bon, j'aurai une retraite qui sera ce qu'elle est, mais la CGT considère que c'est le salarié qui sera d'abord le premier gagnant. Et puis, oui, ça voudra dire que on aura encore une marge de discussion à l'avenir, quand il sera vraiment venu le temps de remettre un projet, de rediscuter, quand ce sera venu le temps de la priorité, ce qui n'est vraiment pas le cas pour l'instant, et quand on pourra revenir autour de la table, reprendre le temps, réexposer nos revendications, nos propositions pour sauvegarder le système, et puis c'est clair que ce sera une bonne réaction de retirer ce projet. Dans le cas inverse, si le gouvernement passe en force, alors je ne présage pas du 49.3, au moins sur le budget concernant les retraites, mais qu'est-ce qui peut se passer? Alors là, bonne question. Je pense que ça va mettre le Français et la Française dans une colère dingue. Là, par contre... à mon avis, ils ne le feront pas, parce que c'est vrai, on a quand même été surpris de voir l'enchaînement des 49.3 pendant le dernier trimestre 2022, notamment sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Plus d'une dizaine. Voilà, une dizaine, donc ce qui est inédit. Moi, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas aller jusque-là au bout du compte, parce que là, ça va en plus de ça...
conforter les gens qui se sont sentis un petit peu abandonnés par les partis politiques, on va dire classiques, et qui sont retournés vers l'extrême droite. Ça va radicaliser l'opinion d'une plus grande majorité encore de Français. Et là, c'est quoi? C'est les prochaines séances, c'est 2027. Là, je crains le pire. Une situation politique qui peut être un peu explosive, hein, vous le sentez comme ça. Merci Mathieu Nicole d'avoir été avec nous. Encore une dernière question. Vous êtes au fait de la mobilisation, c'est important dans les Côtes-d'Armor, vous avez des retours? Oui. Donc il y a déjà localement rassemblement à 10h sur Dinan, 10h30 à Guingamp, place du Champ-au-Roi, donc c'est 11h30 à Lannion devant l'école de musique, et puis donc un rassemblement départemental à 14h à Saint-Brieuc. Et là on attend énormément de monde. On est tous sur le pied de guerre, en tout cas au local de l'Union départementale CGT depuis plusieurs jours. Les unions locales se mobilisent, le collage a commencé, les tractages sur les ronds-points commençaient déjà hier matin, très tôt, et donc ça va durer jusqu'à demain. Et donc j'espère que cette première journée sera un succès, mais qu'il y en aura d'autres si nécessaire. Vous ne craignez pas les débordements? Il y a toujours ce risque? Sur le département des Côtes-d'Armor, on n'a jamais été sujet à des violences. La plupart du temps, quand ça s'est mal passé, c'était plutôt vis-à-vis des forces de l'ordre, vis-à-vis des jeunes. Ah oui, un petit mot, on n'a pas abordé les jeunes. C'est vrai qu'on a des difficultés sur le département à être en relais avec la jeunesse, qui n'a pas de porte-parole, on va dire, dans les lycées et les facultés. Donc j'espère qu'ils seront présents. On a essayé d'organiser des tractages à la sortie des lycées et des facultés. J'espère qu'ils seront avec nous dans la rue demain. Voilà, peut-être ont-ils entendu le message sur Bretagne 5 ce matin. Merci Mathieu Nicole d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Côtes-d'Armor. On parlait de la réforme des retraites ce matin. Je vous remercie d'être venu malgré les conditions météorologiques compliquées au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Encore merci pour l'accueil. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.